C'était inespéré en fait. Je m'attendais pas à avoir un contrat aux US. C'est vraiment en train d'arriver, c'est fou, c'est un truc de dingue, c'est génial. Bah non, mais c'est signe qu'il faut faire quelque chose en fait. On est trop fort. Mais Ouais, le webtoon, c'est une expérience formidable. Quand on a beaucoup de chance. J'avais dit que j'avais envie de parler du webtoon sans détour. Bah, cette seconde partie, elle va servir à vous exposer les pires aspects du métier et surtout comment ne pas avoir à les vivre. La réalité, c'est que malgré toute la préparation que vous pouvez avoir en amont, c'est quoi ce rythme ? Un chapitre entier par semaine, tout seul, ok peut-être, mais pendant combien de temps ? Parce que si on veut en vivre du webtoon, c'est qu'il faut tenir sur la durée. La santé au bord du gouffre. On l'a dit, un webtooner, ça bosse un peu comme un mangaka. La seule différence, c'est que la publication hebdomadaire, elle est virtuelle. Et on a eu la preuve que c'était la méthode de travail la plus destructrice pour un auteur, avec plusieurs annonces de décès prématurés par an dans le milieu du manga. Côté webtoon, la première mort célèbre prématurée, ça a été celle de Jang Song-rak, le dessinateur de Solo Leveling, décédé le 23 juillet 2022 à l'âge de seulement 37 ans. L'auteur avait de gros problèmes de santé, il était on et off sur son webtoon constamment, et on peut supposer que ce rythme a pas du tout arrangé son problème de santé. Un autre scandale moins connu, c'est le traitement qu'a subi l'autrice Summerlight pendant son webtoon Roxana. Son éditrice s'est juste acharnée sur elle. Elle lui mettait une telle pression que Summerlight ne dormait que 2 heures par nuit. Ça a engendré des blessures aux mains, des vertiges, une dépression, alors qu'elle était enceinte. Et évidemment, à cause de ce traitement inhumain, elle a fait une fausse couche. Et une semaine seulement après avoir perdu son bébé alors qu'elle était repartie aux urgences parce qu'elle avait toujours pas retrouvé sa santé, elle a appris que son éditrice venait de partir en congé maternité. Certaines œuvres comme Bakuman tentent quand même de nous faire croire que se crever à la tâche comme une victime, c'est quelque chose de cool et qui impressionne les filles. Ben non, ça impressionne personne. Moi, si j'ai un mec, je veux partir au ciné avec lui, pas aller le voir à l'hosto. Alors que des tragédies pareilles ont lieu, c'est vraiment le genre de discours qu'il faut lâcher une bonne fois pour toutes. En Occident aussi, on aime bien penser comme ça, hein. On associe l'art avec la passion, le plaisir. Alors que le travail, ça doit être une souffrance. Le mot travail, ça vient littéralement du latin tripaliar, qui veut dire torturer. L'artiste doit être torturé pour qu'on considère que son art soit un travail. Et en tant qu'artiste, on sait bien que c'est des conneries, que si on va pas bien, souvent, on fait de la merde. Et après, pourquoi un tel acharnement sur des gens qui veulent juste créer de la beauté ou du divertissement ou des œuvres qui résonnent avec un public ? Personne va vous donner une médaille parce que vous avez fait une nuit blanche en fait. Et il y avait des choses qui me semblaient dramatiques, en mode rendre en retard, machin. Et en fait, c'est pas dramatique de prendre une pause d'une semaine. Ça a jamais fait baisser mon nombre de lecteurs de manière drastique, contrairement à ce qu'on a pu me dire. Alors moi j'ai le côté inverse où oui ça a fait complètement... Une semaine. Je suis partie en pause 6 mois. Oui mais voilà. C'était pas cet exemple-là que je posais. C'est un ermitage là. Admettons si cette semaine te permet d'éviter de partir pendant 6 mois. Ouais, clairement, il faut mieux la prendre la semaine. Donc j'ai vu à la longue que il y a plusieurs fois où j'ai pris des pauses de 1 ou 2 semaines, ça m'a évité de faire des gros breaks où j'étais obligée de tout couper. Et ça on va être les éditeurs. Voilà. Désolée, je vous adore les éditeurs, vous êtes très gentils, mais parfois... En fait, je crois même que avoir un petit peu moins de lecteurs sur un projet, ou qu'un projet ne fonctionne pas, c'est pas la mort, parce que y aura toujours un autre projet, y a toujours moyen de rebondir, et du coup, y a rien qui est grave. Prenez soin de vous avant que ça devienne grave, surtout, c'est... Voilà. C'est un métier qui est génial, mais qui vaut pas la peine de tuer la santé. Totalement. Chez les artistes, on sait bien qu'il y a pas mal de problèmes physiques, les tendinites, les problèmes aux yeux, au dos, mais ça reste pas grand-chose comparé aux problèmes psychiques. Et de ce fait, il y a énormément de moyens de sombrer en étant auteur de webtoon. D'une part, la solitude. Travailler seul chez soi, c'est pas forcément pour tout le monde. Et si vous êtes chez vos parents, ça peut être très sympa, mais ça peut aussi être une grosse source de problèmes. Je vois de temps en temps passer des témoignages de gens dont les parents respectent pas du tout le travail, qui vont débouler en pleine journée dans la chambre et dire « Quand est-ce que tu te trouves un vrai taf ?» Bah déjà c'est pas hyper cool, hein, ça vous sape complètement le moral, mais en plus avec le nombre d'auteurs qui ont un trouble de l'attention, je vous raconte pas comment c'est difficile de vous reconcentrer après ce genre de truc. Heureusement qu'il y a plein de parents qui soutiennent à fond, mais si c'est pas le cas, vu qu'avec vos horaires vous vous coupez encore plus de votre vie sociale, vous pouvez même pas aller souvent voir des potes qui vont vous redonner confiance, vous remonter le moral, et à terme ça peut vraiment vous déglinguer. Ensuite, vos ambitions artistiques. Dans une vie d'artiste, on progresse constamment, même lentement. On voit des choses inspirantes, on crée sur des envies soudaines. Avec un rythme comme celui du webtoon, d'un côté on progresse forcément vu à quel point on dessine, mais on n'a plus le temps pour faire ou dessiner quoi que ce soit d'autre. Et cette impossibilité de varier les plaisirs, elle est vraiment frustrante. Moi j'ai réellement rien dessiné d'autre pendant 2 ans. Et je voulais, hein. Vous voyez tout ça ? Ça c'est tout le matos artistique que j'ai acheté ou que j'ai demandé en cadeau quelques mois avant la fin de la série et que j'ai quasi jamais utilisé parce que j'étais juste vidée de mon inspiration. J'avais besoin de faire autre chose, mais j'en avais pas le temps.
Et à la fin de Colossal, j'ai plus réussi à dessiner correctement pendant des mois. Et puis le poids financier des aléas de la vie. Avoir des économies, c'est pas juste pour se payer un nouveau PC ou des vacances à la fin de l'année. Ça peut être un besoin vital. Si vous tombez malade, que vous avez un problème de santé, une rupture, qu'un de vos proches décède, vous devez vous poser cette question abominable. Est-ce que je peux me permettre financièrement de pas travailler pendant 1 ou plusieurs semaines pour me remettre de cet événement? L'avance que vous prenez est censée servir à ça, mais si comme moi vous êtes en flux tendu, vous travaillez pendant votre Covid et votre rupture. Et avec tout ça, parce que sinon c'est pas drôle, la pression. Qu'on soit clair, de mon expérience, l'écrasante majorité du lectorat est super bienveillante. Mais malgré ça, vous voulez pas les décevoir, et vous voulez pas faillir à votre tâche alors que vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Et même quand très gentiment les éditeurs nous disent « prends ton temps sur tes épisodes en avance », on n'est pas payé pour ce temps supplémentaire. Et quand on est dans ce rythme, la tête dans le guidon, on peut même avoir peur de prendre des pauses, par peur de voir le compteur d'abonnés stagner, parce que ce chiffre, c'est le premier reflet de notre succès. Le risque évident, c'est le burn-out. Selon le rapport annuel Enquête sur le Webtoon, en 2022, 64% des auteurs qui ont répondu ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale, avec en top 3, de la dépression, de l'anxiété ou un burn-out. On va faire un petit point dépression. Putain, cette phrase. On va faire un petit point dépression parce que certains ont l'air de rapprocher ça d'une simple déprime, alors que ça n'a rien à voir. Ça, c'est votre cerveau absolument énorme parce que vous regardez cette vidéo. Félicitations. Dans votre cerveau, il y a environ 86 milliards de neurones. C'est des cellules qui constituent la base de votre système nerveux. Ça transmet des informations aux muscles, par exemple. Et entre les neurones, ces petits espaces, c'est les synapses. L'endroit où les molécules sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre. C'est pour ça que ces molécules, on les appelle des neurotransmetteurs. Sauf que, chez certaines personnes, il y a un dysfonctionnement de transmission, et 3 de ces neurotransmetteurs n'arrivent plus à passer. La sérotonine, l'hormone du bonheur, la dopamine, l'hormone de la récompense, et la noradrénaline, l'hormone de la stimulation. Votre cerveau devient chimiquement incapable de gérer ces 3 éléments. Et le burn-out, c'est pas juste être fatigué et pas avoir envie de sortir de son lit, les conséquences peuvent être bien plus graves. Par hasard, en faisant des recherches, je suis tombée sur le site Mon Burn-out à moi, qui recense plein de témoignages. Et là, en plus de symptômes qui se rapprochent pas mal de la dépression, en fonction des personnes, on peut avoir des crises d'angoisse, de l'agoraphobie, des pertes de mémoire, de l'anorexie, et vous allez très certainement devoir être sous anxiolytique ou antidépresseur pendant un bon moment. Et encore pire, si c'est l'art, votre passion, qui est à l'origine de ce burn-out, vous allez peut-être être incapable de dessiner pendant une grosse période. Ce qui est terrible, c'est que dans certains cas, c'est facile de voir ceux qui ont des chances de se retrouver dans cette situation. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ceci est une mise en garde. Si vous démarrez votre premier webtoon tout seul et qui ressemble à ça, au bout de 10 épisodes, il ressemblera à ça. Chaque année, au concours estival de Naver, on voit apparaître des webtoons ultra beaux, avec des couleurs incroyablement bien travaillées, qui gagnent le concours ou se voient offrir un contrat ultérieurement. Les burn-out dont on parle, c'est souvent ceux-là. Bien sûr que ces artistes sont capables de faire ces œuvres sublimes, mais avec un temps restreint et une thune restreinte, ils peuvent absolument pas être à 100% de leur capacité sur toute la longueur. Sauf que en présentant ce style d'entrée de jeu, bien sûr vous allez super facilement choper un contrat, mais l'éditeur va s'attendre à ce que vous teniez ce style sur toute la série. Et encore une fois, vivre du webtoon, ça veut dire tenir sur la longueur. Du coup, en 2021, tu proposes Maze à Webtoon France pour le concours. Succès plutôt immédiat parce que le truc est super joli, une ambiance un peu fantastico désert avec des BG. Toujours, les BG, la romance. Voilà. Et ça s'arrête à l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Oui. Évidemment, du coup, on peut se douter qu'il y a eu souci, qu'il y a eu peut-être problème de santé, burn-out ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé en fait? Déjà, j'avais déjà quand même un problème de gestion de mon temps, etc. Mais c'est pas ce qui m'a fait quitter le webtoon en soi, parce que quand t'es accompagné, tu peux avoir tous les problèmes que tu veux, ça marche. Pendant le concours, j'étais super stressée. Je voyais que ma série marchait, mais je le voyais pas comme ça en même temps. C'était particulier. Tu ne ressens pas ce truc en fait de « Waouh, ma série fonctionne trop bien ». C'est genre « Oula, il y a beaucoup de gens qui me regardent ». J'ai un petit peu souci avec ça. Mais donc, pendant ce concours-là, j'ai même eu des problèmes, entre guillemets, avec d'autres auteurs qui disaient que j'étais la chouchoute et que c'est pour ça que ça marchait, etc. Parce que les originaux me partageaient, etc. Et en fait, à un moment, au milieu du concours, j'ai regardé les gens qui me disaient ça, j'ai fait « Écoutez-moi bien ». Vous savez quoi, si je suis la chouchoute, c'est parce que mon webtoon, il est beau. Voilà. J'avais dit, j'étais trop énervée. Comme on dit chez nous, la vérité te rattrape. Arrive le jour du concours.
où j'étais deuxième, très contente. Bon, j'ai ragé parce que près de l'eau, voilà, Cathy n'était pas dans le top. Donc j'ai ragé à cause de ça surtout, mais j'ai pleuré d'abord de joie, j'ai pleuré de soulagement, je me suis dit, pouah, au lieu de me dire, ouais, j'ai gagné trop bien, je me suis dit, ah, je suis peut-être pas une merde. Le jour même, on m'envoie une vague de messages absolument affolantes de, oh, je suis déçue, mais pas déçue de moi, mais je suis déçue. Je pensais que tu allais gagner, j'aurais aimé que tu gagnes et tout, ce qui en soi est adorable. Mais le souci, c'est que du coup, moi, ça m'a créé un complexe, un syndrome de l'imposteur, mais comme jamais, je me disais, ah, ça y est, je suis que deuxième, j'aurais dû être première, c'est pas bien, j'ai dû faire un truc pas bien, je suis pas assez bien. Oh, mais Le petit souci aussi, c'est que à chaque fois, je disais à mon éditeur, t'inquiète, je vais faire mieux et tout. Et mon éditeur, en soi, il essayait de me rassurer, mais ça va exprès. Il me dit, moi, je voulais cette série à la base, puis finalement, je suis tombée sur toi, qui, en soi, c'est une remarque comme ça, mais moi, c'était genre, d'accord, ouais, je suis pas assez bien, je suis un bouche-trou. On m'a pris comme ça sur le tas. C'est vraiment. Et en plus, déjà, j'avais un problème avec la perfection. Là, maintenant, je suis en mode, et si les cases sont pas parfaites, je m'en bats les couilles, j'ai pas le temps. Maintenant, et c'était horrible. C'était H24 comme ça. Et en fait, ça m'a créé un cercle vicieux de je fais pas bien, je refais mes épisodes à chaque fois, et du coup, je ne bosse pas. Je ne bosse pas. Et en fait, je stressais de bosser. J'avais vraiment des boules au ventre, etc. Je pleurais et tout pour rien. Qui fait que le jour du lancement de Maze, je finissais l'épisode 3 qui sortait peut-être 1 heure avant. Et du coup, j'étais en flux tendu comme ça dès le départ. En fait. Par contre, à ce moment-là, en tant qu'éditeur, quand tu n'es pas prêt, tu ne lances pas un artiste. Genre, le jour même, j'avais le chapitre 3, ils auraient dû faire une annonce de Maze viendra plus tôt dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est pas prêt, etc. Et là, en tant qu'éditeur, c'est là où je me suis pas sentie du tout épaulée. On me mettait grave la pression. Je me souviens encore de quand j'ai envoyé le chapitre, c'était le 4 ou le 5. D'une autre éditrice qui arrivait qui me dit il nous faut un chapitre maintenant et tout. J'étais genre oui c'est bon, c'est en train de charger parce que ça devait sortir peut-être 2 ou 3 minutes. Une horreur. Du coup c'était trop stressant, etc. Donc à un moment je faisais aussi mes chapitres en 2 jours sans dormir pendant 56 heures ou 60 heures, quelque chose comme ça. Une horreur. En fait j'arrivais tellement pas à bosser que je commençais à bosser le lundi ou le mardi de la semaine alors que ça devait sortir le mercredi. Et au bout d'un moment, je voyais plus les couleurs. D'ailleurs, ça m'a tellement fait des séquelles aux yeux, c'est que maintenant, quand je commence à pleurer, en fait, j'ai comme des piqûres de moustiques sur les yeux. J'ai des problèmes de vue de fou. J'ai des migraines constantes. J'ai les yeux qui deviennent rouges très vite. Maintenant, ça, physiquement, par contre, ça a traumatisé mes yeux. Ces trucs-là où je travaillais pendant 2 jours non-stop. Et à un moment, je devenais folle. Hein. C'est pas bon pour le cerveau de faire ça. Ne faites pas ça. Non, jure. Et il arrive comme ça un jour où c'était chapitre 5 et je commence à pleurer et je fais une grosse crise de tétanie. Ça, j'en ai fait beaucoup aussi pendant ces trucs-là où j'étais genre comme ça. Ma mère arrive dans ma chambre, elle me prend dans ses bras, fait qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis je vois plus les couleurs et tout. Je ne voyais plus les couleurs. J'étais devant mon truc, c'était tout en noir et blanc. J'envoie un message à mon éditeur, je dis écoute, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin. Ça va pas se faire. On se met en pause là, on fait un truc, je sais pas. Et le problème aussi, j'étais payée au poste et pas à la livraison encore. C'est quand ils refusaient encore beaucoup de payer à la livraison. Et du coup, je disais, écoutez, il me faut que vous me payiez à la livraison. Comme ça, moi, je peux payer mon assistant. Genre, vraiment, j'ai besoin d'un assistant si vous voulez que Maze revienne vite. Et il me disait, non. J'étais genre, bah d'accord, bah moi, le contrat, c'est non. Et du coup, quand je suis partie, ils m'ont dit, tu peux dresser une liste à peu près de ce qui va pas. J'ai dressé une liste longue comme le bras où je leur ai dit, il y a ça. C'était avant qu'il fallait se poser la question. S'ils m'avaient payé à la livraison, je pense que Maïs, là, ce serait en train de, tu vois. Il y a des fans qui vont pleurer en commentaire, là. Non, mais vous inquiétez pas. J'attends juste, franchement, vous inquiétez pas. Encore pas longtemps. Et je retrouve Maze, et je vous le dis, on fait un beau Maze, là. Après The Wonder Witch, la nouvelle version, elle est incroyable. Et ben, après Maze, voilà. Moi-même, j'avais très peur de cet aspect, c'était la première fois que je travaillais à la semaine comme ça, et donc j'ai opté pour mon style le plus simplifié possible, avec que des aplats, pas de tenue compliquée, et je bossais déjà 6 jours sur 7 par semaine, avec une assistante. Bien sûr qu'il y en a qui arrivent à faire beaucoup mieux que moi, mais moi, j'étais à mon max. Les délais hebdomadaires, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, surtout quand la paye est pas très élevée. À propos de paye élevée, j'avais vanté les mérites de la plateforme US dans la vidéo précédente. On va y revenir un peu plus tard.
Il y a un petit secret pour arriver à tenir des délais, c'est vous connaître artistiquement. En quelque sorte, pouvoir connaître votre rythme de production et savoir estimer en combien de temps vous pouvez faire tel ou tel truc. Parce que se lancer avec un style de fou en mode shonen, je vais m'infliger des conditions extrêmes pour prouver ma valeur, c'est un coup à vous flinguer la santé physique et mentale pour potentiellement pas finir votre webtoon, ce serait hyper con. Le problème d'un burn-out, c'est pas trop d'en faire un, c'est de retourner au taf derrière. Ça peut vous mettre KO pour des mois, voire des années. Et pour vous connaître artistiquement, il n'y a qu'une seule manière de faire, il faut tester. Du coup, vous pouvez tester de faire une BD. Si jamais vous avez envie de vous lancer mais que vous êtes effrayé par la montagne de taf que c'est, ce que je peux comprendre, je pense que démarrer par des choses plus petites, plus simples, c'est le meilleur moyen de progresser. Peut-être que le projet que vous allez démarrer restera finalement au fond d'un tiroir jusqu'à la fin de vos jours, peu importe, parce que ça fait partie du chemin. Pour faire une BD, vous n'avez pas besoin de grand chose de plus que du papier, des crayons et du temps à perdre. Bien sûr, vous allez me dire que là, ce que je suis en train de faire, ça passerait jamais la barre pour se faire réellement éditer, mais si j'ai fait ces 8 petites cases là en 45 minutes, donc avec une moyenne d'environ 5 minutes par case, imaginez ce que ça donnerait si je me laissais 30 minutes par case sur un logiciel adapté. Je pense qu'il faut désacraliser le concept de création. Pas forcément désacraliser le sens d'une création, mais l'acte en lui-même. Faire une BD, un manga, un webtoon, c'est à la portée de tout le monde en vrai. Quand je fais des ateliers avec des enfants ou des ados, j'aime bien leur montrer qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de gros moyens pour créer un webtoon. On a tendance à se laisser impressionner par la qualité des œuvres d'artistes professionnels, mais ça doit pas nous empêcher de créer, même bancalement. Alors oui, je fais mes petits effets à la main, mes cases pas droites, les bulles bancales, et les effets qui évidemment auraient une meilleure gueule sur CSP. Mais au bout du compte, la BD je l'ai. Je vous laisserai voir le résultat à la fin, vous en faites pas. Faudrait quand même pas que vous ratiez ça, c'est un chef-d'œuvre. Si un éditeur passe dans le coin, n'hésitez pas, hein. Là je sens que je tiens un truc, je pense que c'est du génie. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Et alors là, l'outil magique nécessaire à tout fanzineux qui se respecte, la petite relieuse à bras à 10 balles à Office Dépôt. Anybody can write. It's for everybody. Jesus Christ, I could write this shit. Et voilà, avec ça vous avez 1/5 de votre premier épisode. Vous êtes inarrêtable. L'important ça va être de compter les cases et le temps que ça vous met. On va partir sur un chapitre de 50 cases, c'est une bonne moyenne. Chronométrez-vous à chaque fois. Bien sûr, vous pouvez faire ça sur des applis qui chronomètrent automatiquement, sur Procreate, etc. Mais j'aime bien rappeler qu'on peut faire de la BD avec un papier et un crayon. Comptez qu'une journée de travail dure à peu près 8 heures. Je sais, on fait plus, mais c'est pas bien. Vous additionnez tout ça, et si vous arrivez à moins de 50 heures sur votre chapitre, ce qui fait un peu moins d'1 heure par case, vous pouvez y arriver. Si vous dépassez de beaucoup d'heures, continuez à vous entraîner, à dessiner un petit peu plus rapidement, ou trouver des techniques qui vous économisent du temps, mais cherchez peut-être pas à vous faire publier tout de suite. Pour le gain de temps, vous avez des brushes ou des outils 3D qui peuvent vraiment vous aider. Et le fanzina ou l'auto-édition, c'est comme ça que ça commence. Aujourd'hui, les fanzines ont grave gagné en qualité d'impression, mais dans les années 2000, ça ressemblait à ça à Japan Expo. Et justement, si vous avez la foi, vous pouvez tenter d'aller en convention avec des amis. C'est le meilleur moyen de s'y essayer un peu, d'avoir des retours, de rencontrer des artistes qui pourraient vous donner des conseils. Parce que ce qui retient souvent, c'est de vouloir faire parfait, alors qu'il suffit de faire. Et si vous arrivez à tenir sur la durée, si c'est ça que vous voulez vraiment faire, vous pourriez avoir une série super longue. Votre série fleuve de 12 saisons, 450 épisodes qui tient sur des années et des années. N'importe quel auteur qui débute a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le burn-out, c'est une chose, mais que votre éditeur vous dise « on arrête », c'en est une autre. Toujours selon le rapport annuel, sur la totalité des séries arrêtées en 2022, 86% étaient dus à une annulation de la série. Quand les auteurs disent « abonnez-vous », c'est pas juste que ça leur ferait plaisir, c'est littéralement une question de survie. Si un titre ne fait pas assez d'abonnés, de lectures, de clics, il a beaucoup plus de chances d'être arrêté. Sur Naver, j'ai tenté d'estimer le chiffre d'abonnés en dessous duquel on peut être en danger par rapport aux séries qui ont été arrêtées et celles qui ont survécu. D'après mes calculs, on est un poil en danger en dessous de 30 000 abonnés. Alors que, objectivement, c'est un chiffre énorme. Mais ça dépend de plein d'autres trucs que même les auteurs comprennent pas parce qu'on nous donne aucune explication entre les likes, les clics, la note. C'est incompréhensible. C'est pour ça qu'en signant le contrat, si vous savez à peu près en combien d'épisodes vous voulez faire votre série ou votre saison, il faut absolument que vous signiez pour ce nombre d'épisodes. Comme ça, vous êtes sûr d'au moins finir votre histoire.
De mon point de vue, une série qui marche pas, c'est plus de la faute de l'éditeur que de l'auteur. Imaginez, vous avez un titre vraiment pourri, mais genre pas juste un dessin moche, genre l'histoire naze, incompréhensible, bref, vraiment nulle. Pourquoi elle est là sur la plateforme ? C'est bien qu'il y a un éditeur qui a validé la série et qui l'a mise là. Et le taf d'un éditeur, c'est de juger de la qualité objective d'un travail. Donc si l'artiste est pas encore assez bon, c'est son problème, il va s'améliorer. Mais si l'éditeur approuve la série, pour ensuite se rendre compte derrière qu'elle marche pas et l'annuler, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a fait l'erreur de choisir cet artiste trop tôt. Alors que dans les faits, on sait très bien que dans cette situation, c'est l'artiste qui va se sentir au plus bas. Bien sûr que ça fait mal de se dire que les séries qui marchent, c'est des histoires d'armoire à glace qui veulent s'accoupler avec des femmes avec le corps d'un enfant, mais c'est aussi la preuve que les chiffres sont pas du tout gages de qualité. Et les chiffres des abonnés de Naver sont très très hauts par rapport aux autres plateformes françaises. Ils attendent des centaines de milliers, des millions d'abonnés sur chaque titre, donc leur vision est biaisée et ils se rendent parfois pas compte d'à quel point un titre est populaire. Sian, t'es l'autrice des Ravageurs, sortie sur Webtoon en 2020. La série a eu des hauts et des bas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Alors, il y a surtout eu un gros bas avant de réavoir un haut, c'est-à-dire qu'au bout de la 2e saison, Webtoon a voulu arrêter en fait la série. Et quand je l'ai annoncé à mes lecteurs, en fait, les lecteurs étaient pas contents. Ils ont mobilisé une très très grosse quantité de gens, en fait, et ils ont fait en sorte que Webtoon remette la série en place. Je me souviens qu'il y avait une pétition carrément de tes fans qui... En fait, c'est pas tant la pétition qui a changé les choses, c'est le fait qu'en fait, ils ont envoyé énormément de messages directement à Webtoon et les éditeurs se sont vite retrouvés submergés de ce que j'ai compris. Ça leur a montré en fait qu'il y avait de l'engouement pour la série et que les gens voulaient absolument qu'elle reste et du coup, ils sont revenus sur leur décision et ils ont eu la bonté de me donner plus d'épisodes du coup pour finir la série. C'est un peu une caractéristique que j'ai, c'est que je suis assez proche de mes lecteurs en fait. Enfin, je pense qu'ils le sentent à la fois dans l'histoire et à la fois dans le fait que je leur réponds, je leur parle beaucoup. Donc en fait pour eux, il y a une question d'avoir un peu grandi avec cette série-là. Donc je veux dire quand une série vous la suivez tous les samedis pendant 2 ans d'affilée et que là on vous dit elle s'arrête, il n'y aura plus rien. Ça fait bizarre pour les gens, quoi. Toi, de base, tu étais webtooneuse avant, tu faisais autre chose, t'avais un métier artistique ? Non, pas du tout. De formation, en fait, moi, je suis technicienne de laboratoire. Et 1 an à peu près avant que je démarre le webtoon, j'ai eu envie, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de regrets dans la vie, tout simplement. Et que j'avais pas fait ce que je voulais. Je voulais faire du dessin depuis toute petite. Je voulais faire de la BD et je me suis dit, ok, c'est maintenant. C'est soit je le fais maintenant, soit j'ai des regrets jusqu'à la fin de mes jours. Et du coup, voilà, je me suis lancée un peu dans l'illustration. Je faisais des petits travaux graphiques, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai eu une éditrice en fait de chez Webtoon, donc qui cherchait des auteurs avant que la plateforme ne se lance, qui m'a contactée. Et c'est là que j'ai connu le Webtoon. Et là, j'étais en mode, mais attendez. Comme de la BD, mais c'est sur le téléphone et je peux faire plein de choses avec ça. Et du coup, ça m'a vraiment donné le goût d'en faire. Et là, je me suis dit, ok, faut vraiment que j'essaye même de moi-même. Même si ça marche pas, c'est pas grave, mais il faut que j'essaie de faire un dossier. J'ai fait un dossier et il est passé. Voilà. Donc, avant le Webtoon, j'avais vraiment pas fait grand-chose. Et j'avais fait aussi une BD avec une association médiévale, mais qu'on a fait en auto-édition comme ça avec l'assaut, un tout petit tirage, etc. J'ai interviewé Teaspoon pour la vidéo précédente et elle me disait que ce qui a aussi beaucoup attaché les lecteurs, c'était l'évolution graphique en fait. Le fait que les lecteurs avaient beaucoup de patience sur le fait qu'ils savaient qu'elle pouvait pondre des trucs beaucoup plus beaux en laissant du temps. Et il me semble que tu m'avais dit que toi aussi, il y avait ce côté où tu as eu une progression incroyable. Ouais, moi, le problème que j'avais, en fait, c'est que je suis passée... Enfin, toute ma vie, j'ai dessiné sur papier et en noir et blanc, en fait. Et ça, c'est... Je veux dire, la couleur, je n'ai aucune notion de couleur, c'est une catastrophe. La lumière, les ombres... Parfait, faisons du webtoon. Oui, voilà. C'est le truc le plus compliqué possible, ou avec des délais de rendu extrêmement serrés, où tu dois tout faire toute seule, et la meuf, elle se dit, allez, ok, j'y vais. Les premiers épisodes de mon webtoon, je les trouve catastrophiques et tout, et c'est parce que j'ai tellement dessiné tous les jours, en fait, depuis que j'ai commencé ce métier-là, que oui, forcément, tu ne peux que progresser, en fait. Il y a un moment où tu atteins un plateau, c'est sûr, mais j'ai vraiment une grosse évolution quand même par rapport au début, où tu avais des trucs, mais... Au moment où tu as eu l'annonce de ce potentiel arrêt, qu'est-ce qui s'est passé en termes de... Tu devais l'annoncer pas longtemps après à tes lecteurs, tu avais un nombre d'épisodes pour finir, comment ça se déroule? Alors en fait, moi, ils m'avaient laissé donc toute la saison 2. En fait, j'avais signé pour la saison 2, donc ils m'ont dit, en fait, bah, tu termines la saison 2 et c'est fini. Et en fait, normalement, j'avais pas le droit en fait de l'annoncer à mes lecteurs. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que
Webtoon m'a invité à la Japan Expo, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais en mode, j'ai dit à mon éditeur, mais je peux pas aller à la Japan Expo et faire comme si de rien n'était. Donc en fait, il faut que vous me permettiez de leur dire, en fait, sinon ça passe pas. Et du coup, il m'a permis de le faire, donc je l'ai annoncé dans un épisode. Et c'était donc justement avant la Japan Expo, parce que je me voyais pas rencontrer les lecteurs là sur le podium de Webtoon et tout. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était tellement une scène gigantesque avec de la pub partout et tout. Moi, j'étais là, mais ma série va s'arrêter, j'ai rien à faire là. Enfin, donc voilà, moi, tant qu'on me permettait de dire aux gens avant, parce que je suis quelqu'un de sensible, donc j'aurais pu pleurer devant tout le monde et je voulais pas que ça arrive, quoi. Je pense que c'est assez compliqué parce que on sait pas c'est quoi les vrais critères en fait de Webtoon pour arrêter ou continuer une série. Tu sais, il y a des séries qui continuent alors qu'elles ont moins d'abonnés, mais après tu sais pas, peut-être qu'il y a de l'engagement derrière que toi tu vois pas, il y a peut-être des trucs que eux ils ont que nous on n'a pas et tout, donc c'est hyper compliqué. Et ça c'est un truc que j'ai essayé de faire comprendre à beaucoup d'artistes, de jeunes artistes. C'est pas parce qu'une série s'arrête qu'elle est mauvaise, en fait. Et c'est pas parce qu'une série ne marche pas qu'elle est mauvaise. C'est juste qu'elle a pas trouvé le public qu'il lui fallait. Moi, j'ai trouvé mon public. Enfin, j'ai quand même 60 000 abonnés. C'est juste que pour Webtoon, c'est pas assez. Mais je veux dire, dis à n'importe quel auteur de BD français qu'il y a 60 000 personnes qui se sont abonnées à sa série. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est vraiment gigantesque pour nous, quoi. L'artiste à qui on coupe l'herbe sous le pied comme ça du jour au lendemain, il fait quoi? Parce qu'à moins que vous trouviez une maison d'édition qui vous paye vraiment bien, que vous soyez publié aux US comme Sari dans la vidéo précédente, ou que vous viviez chez vos parents, votre paye ne vous permet pas vraiment d'économiser. Mais on va un peu nuancer le propos par rapport à la plateforme US. Vous vous souvenez quand on parlait de vos droits, qui sont presque plus importants que votre paye? De leur côté aussi, signer un contrat, ça peut vouloir dire tout sacrifier. Sur Reddit, une personne anonyme, en passe de signer un contrat original chez Naver, a tiré la sonnette d'alarme face aux clauses qu'elle a découvertes. Sans tentative de négociation de sa part, Webtoon US aurait possédé 100% de son IP, sa propriété intellectuelle. Droit d'adaptation papier, audiovisuel, merch, obligation d'être représenté par un agent de chez eux, donc qui œuvre pour leurs bénéfices, pas pour les vôtres, comme un agent normal le ferait. Peu de temps après, c'est l'autrice Explodikid qui raconte sur Twitter s'être fait censurer par Webtoon US. Elle avait gardé les droits d'adaptation papier et donc sortait son livre elle-même en format physique. Chose normale, elle en fait la pub à la fin de son Webtoon, et les éditeurs ont immédiatement retiré l'annonce. Alors qu'elle était dans ses droits. Retour de karma, grâce à cet appel sur Twitter, son bouquin s'est retrouvé top 3 des ventes sur Amazon. Mais si vous achetez des livres sur Amazon, vous méritez même pas qu'on vous apprenne à lire. Webtoon US, super pour l'argent, mais ça reste des gros capitalistes comme les autres. Cela étant dit, il faut quand même se mettre en tête une chose, il n'y a aucune maison d'édition avec qui vous ne pouvez pas signer. Il n'y a que des contrats que vous devez négocier. Imprimer, surligner, demandez même au snack, un agent peut relire votre contrat. Et si finalement il vous voit pas du tout, s'il y a certaines clauses que vous pouvez pas du tout accepter et qui sont pas modifiables, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de refuser. Et aucune maison d'édition vous blacklistera pour ça. Il suffit de poliment décliner. Moi c'est Doria Plume. J'ai fait du webtoon en 2020. J'ai été en contact à peu près en même temps avec à la fois Naver, donc webtoon d'un côté, et Webtoon Factory, qui était du Puy. Et moi en fait j'avais déjà des projets, des histoires qui pouvaient être adaptées en webtoon, dont une qui est devenue par la suite Sacramentum. Et je proposais ce projet en fait aux deux et je voulais voir lequel des deux était le plus réceptif au projet. Et en fait comme les discussions étaient très longues, que ça prenait beaucoup de temps, et qu'à côté de ça, Naver était beaucoup plus rapide et beaucoup plus au tac au tac, j'ai fini par collaborer avec Naver. Et c'était l'époque où il n'y avait encore pas de français, de francophones publiés dans le catalogue. Il n'y avait pas d'originaux, ce n'était encore que des traductions, il y en avait peu. Et donc en fait, j'avais même pas de référence sur le site de me dire que font les autres français, en fait, que font les autres créations originales. On n'avait pas de référent autre que les créations coréennes et états-uniennes, etc. Du coup, en fait, à l'époque, le contact se passait bien, et en même temps, moi, comme j'avais pas de visibilité sur qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quel est le standard, je me suis mis le standard très très haut. Parce que les référents de l'époque, c'était des séries comme L'Or Olympus, voilà, les gros hits coréens, les gros hits américains, et moi je me suis dit, ma série, il faut qu'elle soit au moins aussi bien pour que ça marche. Alors qu'en fait, par la suite... Même là, encore aujourd'hui, j'ai bien vu que dans le catalogue des originaux, il y avait de tout, en fait. Il y a des séries qui étaient humoristiques, qui étaient plus slice of life, qui avaient des parties pris graphiques qui étaient beaucoup plus marquées. Et en fait, si j'avais eu ces cartes en main à l'époque, c'est vrai que j'aurais pu aussi avoir moi-même un parti pris différent. T'as dû te sentir un peu seule en termes de travail, mine de rien, parce que le Discord des auteurs a ouvert après, et c'est vrai que maintenant on est beaucoup, mais...
C'est ça, on faisait vraiment partie de la première vague. J'ai été publiée en même temps que Sian et les Ravageurs. Et c'est là qu'on s'est connus, on s'est un peu rapprochés. Mais même à l'époque, on n'était pas proches encore. Donc pas assez proches pour parler de ce qu'il pouvait y avoir de difficile. Est-ce que tu t'y connaissais un petit peu en contrat à l'époque ? Parce que vu que tu pouvais pas parler des différentes clauses avec d'autres gens, comment t'as géré cette partie-là ? J'ai fait comme j'ai pu. Je me suis renseignée comme j'ai pu. Mais c'est vrai que je me suis sentie très vite très isolée et je savais pas, en fait, qu'est-ce qui était normal ou pas et qu'est-ce que je pouvais accepter ou pas. Donc, et en plus, les contrats à l'époque n'étaient pas encore faits chez Naver. C'est-à-dire que le contrat était encore en cours de discussion. Je crois qu'ils étaient encore avec leurs avocats. C'était très... moi, ça me donnait pas un très bon feeling d'entrée de jeu non plus, parce que j'avais pas l'impression d'être prise au sérieux et d'être dans un endroit sécurisé, en fait, avec un cadre légal en place, quelque chose de fiable. Tant bien que mal, ça s'est quand même passé, et je crois pas avoir rencontré une seule personne avec qui on ait discuté de Sacramentum, qu'on se soit pas dit ça avait le potentiel d'être le plus gros banger français, mais même à l'heure actuelle, quoi. En termes de pattes graphiques, d'univers en règle générale. Et c'est là que ça a été assez dur de savoir que, moi, quand j'ai débarqué, Sacramentum était déjà arrêté. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment les choses ont mal tourné, en fait ? Mon parcours est assez fulgurant, parce que je crois que la série a été publiée fin avril, à peu près. Et elle a été arrêtée en août. Donc en fait, j'ai eu 4 mois de publication, 15 épisodes sont sortis. Ça a été fulgurant parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible. Mais en fait, je sentais vraiment qu'ils avaient pas les bras pour m'aider à porter mon projet et mon travail comme je l'aurais voulu. En fait, je pouvais pas me reposer sur eux. Et ça, je l'ai senti dès le début, et ça a fait que s'aggraver, en fait, avec le temps. Il y a eu des tas d'aspects sur lesquels, du coup, ça me faisait mal, parce que moi, je devais produire mes épisodes à l'aveugle, parce que, encore une fois, j'avais pas de visibilité sur comment d'autres travaillent, quels sont les tips, comment on peut faire. Par exemple, moi, je faisais tous mes décors comme je pouvais, mais j'avais pas du tout la connaissance maintenant de pouvoir faire ces décors sur SketchUp, par exemple, ou en téléchargeant en achetant des décors déjà préfaits et en les retouchant. Enfin, ça, c'est des choses qui, là, maintenant, sont beaucoup plus popularisées et on en parle. Mais moi, à l'époque, j'étais un peu toute seule avec... je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai eu la chance d'avoir eu mon ami de fanzine qui faisait mes aplats de couleurs. Mais quand même, à nous deux, avec tout le travail, on était à 80 heures semaine. Je travaillais du lundi au samedi, je m'accordais le dimanche pour faire une pause, mais le dimanche c'était aussi le jour où ma série était publiée. Donc à 16h, j'avais quand même les réseaux à faire, vérifier que l'épisode était bien en ligne, parce qu'encore une fois, c'était pas non plus hyper fiable, donc je vérifiais si tout était bien, il n'y avait pas de soucis. En fait, j'avais la charge de la production, plus presque la charge de l'édition en fait, parce que j'avais l'impression de toujours devoir faire attention à tout. Et ça m'a pesé énormément en fait. En plus du rythme qui était invivable, le fait que je ne pouvais pas me reposer sur les personnes qui étaient censées éditer et publier mon travail, le vendre correctement en fait au public, faire des bannières. Au tout début, je me suis dit bon, c'est dur, mais passer ça ira mieux. Et en fait, ça n'a pas... Je me levais, je mettais sur ma tablette, je travaillais et j'allais me coucher le soir. En gros, j'avais juste mangé, pris une douche. C'était... En plus, on avait le Covid, c'était 2020, donc il y avait une ambiance en plus très anxiogène globale. Et en fait, au début, je voulais prendre une pause en août, après le 15e épisode. Et en fait, le fait de relâcher la pression, j'ai senti qu'en fait j'avais fait un burn-out, que j'étais en train de faire un burn-out. Et en fait, j'ai pris conscience que là, si je m'arrêtais pas, si je faisais pas une vraie pause, un vrai repos, qu'en fait c'était soit j'allais craquer et devoir me faire hospitaliser pour soit dépression sévère et aussi physiquement en fait, parce que il y avait les tendons, le coude, le poignet, et puis j'étais juste, nerveusement c'était terrible en fait à vivre. Je pleurais pour rien, j'avais beaucoup d'émotions. Ce qui me fait de la peine et ce qui me fait peur avec le rythme webtoon, c'est qu'on a tendance à justement travailler constamment en flux tendu. Et les auteurs, pendant 1 an, parce qu'une série en général dure 50 épisodes, donc ça fait à peu près 1 an, vont enchaîner les semaines sans trop se rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire en fait. Et parfois, passer 1 an,
on se pose et on se dit mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon corps, à mon mental, à ma créativité même en général, parce que moi je le ressentais aussi comme ça, c'est que j'étais en train de me vider complètement. J'avais emmagasiné plein de choses, j'avais été 1 an au Japon, j'avais fait des voyages, j'avais une vie sociale parce que je n'avais plus. Et en fait là j'arrivais au bout, déjà en quelques mois seulement, j'étais essorée en fait. C'est comme si on avait complètement drainé tout ce qu'il y avait en moi et je sentais bien que j'y arrivais plus en fait. Et donc il y avait l'aspect physique et mental, le danger là-dessus qui me faisait peur et aussi créatif. C'est que je me suis dit mais en fait là, je risque de plus jamais avoir envie de rien créer, en fait, ou de plus raconter d'histoire, ou de détester cette histoire que j'aimais à la base et dont j'aimais les personnages. C'est-à-dire que quand je finissais un épisode et qu'il était livré, je devais pratiquement tout de suite après enchaîner avec le storyboard du nouvel épisode, et j'en pleurais, en fait. C'est-à-dire de me dire, là, j'ai fini, et je vais devoir tout recommencer, toutes ces étapes-là. Juste de le projeter, ça me faisait pleurer en fait. J'étais juste devant ma tablette à me dire mais c'est reparti. Et c'est là que j'ai compris que non, ça se pouvait plus se passer comme ça. Quand j'ai décidé d'arrêter, non seulement ils n'ont pas été compatissants, mais en plus ils étaient culpabilisants. C'est-à-dire qu'à l'époque j'avais juste évoqué une pause, c'est-à-dire prendre juste une pause de 1 ou 2 semaines, et déjà ça c'était dur, parce que en fait, il me laissait prendre une pause, mais il me faisait comprendre qu'une pause allait être fatale à la série, que les lecteurs n'allaient pas revenir, et patati et patata. C'est le même discours qu'ils ont sorti aux autres auteurs, mais à l'époque, encore une fois, on était très peu, et on parlait pas encore beaucoup entre nous. Les gens ont été adorables avec moi, la plupart des lecteurs étaient compréhensifs, mais ça a été dur, et j'avais l'espoir que je serve un peu d'exemple pour dire, faites en sorte que ça n'arrive plus, en fait. Apprenez de vos erreurs, voilà, soyez de meilleurs éditeurs, accompagnez mieux vos auteurs, renseignez-vous sur comment faire un webtoon aussi correctement, parce que je ne l'ai pas développé, mais au tout début, l'accompagnement, et puis même tout le long de ma série, l'accompagnement que j'ai eu avec la personne qui était censée être mon éditeur, ça se résumait à la personne relit mon storyboard et juste me dit ah ouais, tu pourrais peut-être finir comme ci ou comme ça pour qu'il y ait un suspense. En gros, le truc bateau il faut que les 3 premiers épisodes soient catchy, il faut que chaque fin d'épisode, il y ait un cliffhanger. Mais sorti de ça, en fait, et relire les fautes d'orthographe éventuelles, il n'y avait rien, en fait. J'avais aucun retour critique sur ce que je faisais. Et du coup, c'était à moi de gérer. Alors, ça peut être bien, c'est vrai, parce que on est maître, en fait, créatif de son projet. Mais moi, je voulais que l'éditeur m'aide aussi et m'accompagne. Et du coup, c'est vrai que voilà, dans l'après-série, je me suis dit, mais ça va aller, en octobre, novembre, je serai remise sur pied et je vais pouvoir faire une BD, réadapter le webtoon en format papier, ce qui était déjà un truc énorme à faire. J'avais complètement sous-estimé le boulot que ça pouvait être représenté. Et après, faire la suite en bande dessinée couleur. Mais en fait, je me suis rendu compte déjà d'une part que c'était pas réalisable parce que j'avais pas de revenus. Où il aurait fallu que je mette en place un système avec un Patreon, mais quelque chose en béton en fait, qui me permette d'avoir vraiment un minimum pour vivre, parce que j'aurais pu me consacrer qu'à ça, comme je faisais avec le webtoon en fait. Avoir un rythme un petit peu moins haut, mais quand même, j'aurais dû avoir un temps plein, un BD tout le temps si je voulais tenir des délais intéressants. Et en fait, j'ai voulu lancer ça, j'ai commencé à mettre en place tout ce qui était Patreon, tout ça, je m'avais fait mes storyboards, j'avais vraiment mis en chantier le tome 2. Il y avait déjà plus de 200 pages quand même en BD. Et en fait, sorti en BD, avec tant de cases, enfin un format manga, un genre de grand format manga, j'avais déjà sorti un tome de manga en fait, en 4 mois. Et en fait, ça m'a aussi fait prendre conscience qu'en fait, non, j'avais clairement repousser toutes mes limites et que c'était pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'estimais que c'était au-dessus de ce que je pouvais faire sur le long terme. Mais bon, voilà, je m'étais dit, le tome 1, il est fait. Voilà, il existe. Je vais faire un tome 2, je vais prendre le double de temps que ça m'a pris pour le 1, mais en fait, j'étais complètement dans la désillusion parce que en fait, j'ai clairement sous-estimé les conséquences du burn-out et en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps. Sur le moment, ça allait mieux. Il y avait un rebond dans ma vie parce que j'avais de nouveau une vie sociale, je sortais, je prenais l'air, je pouvais dessiner, faire des aquarelles, je pouvais toucher du papier, ce que je n'avais plus fait parce que je n'étais que sur ma tablette en numérique. Je pouvais juste dessiner des choses qui n'avaient rien à voir avec le webtoon. Enfin, les premiers temps, ça a été libérateur et ça m'a fait vraiment du bien. Mais je me suis quand même rendu compte, les semaines passant,
que ça n'allait pas, que j'étais toujours pas bien en fait, et qu'en plus j'avais de la peine parce que mon histoire était finie, que je sentais qu'elle aurait pu aller au bout, que j'aurais pu avoir un certain succès sur la plateforme, que les gens auraient pu aimer, et en fait rien de tout ça ne s'est fait. Donc il y a eu l'après qui a été très difficile en fait, et qui a duré, je pense que pendant au moins 1 an, c'est ça, jusqu'à l'été, l'automne suivant, ça a été dur en fait. Après ça allait mieux, après. C'est là où j'ai commencé à travailler dans le lettrage, tout ça, donc ça allait mieux parce que j'avais un autre type de boulot et une forme de routine. Mais ouais, ça c'est juste pour alarmer sur le fait que c'est pas juste le temps que ça dure et puis quelques semaines et c'est bon, on est reparti. Ça peut, selon les personnes, durer beaucoup plus longtemps. Et j'aurais peut-être dû avoir un suivi psy à l'époque d'ailleurs, je pense. J'aurais dû démarcher pour avoir ça. Et finalement, j'ai pas fait la BD. Et ce que j'ai fait en revanche, là en ce moment c'est en pause, mais c'est que j'ai écrit un roman de Sacramentum. Donc j'ai repris toute l'histoire depuis le début, toute la partie webtoon aussi, et j'ai réécrit en fait l'histoire depuis le début. Là j'ai mon premier jet, j'ai presque fini le tome 1. Et ça m'a fait un bien fou. Pour moi ce sera une façon de pouvoir enfin partager cette histoire dans de bonnes conditions, en ayant en plus tout réécrit depuis le début, de façon un peu différente, mais ça m'a permis de reposséder un peu mon histoire. Et mes personnages et faire un peu un pied de nez à ce qui s'était passé. Je pense que ce sera de l'auto-édition parce que ce projet-là... Vraiment libre des éditeurs. Voilà, sur ce projet-là en tout cas, je n'ai pas envie de retomber dans des problèmes avec des éditeurs. J'en parlerai de toute façon sur mes réseaux quand le temps sera venu. Et en fait, comme la fin du contrat, je sais que l'année prochaine, donc en 2025, je serai complètement libre de tout. Je vais tout récupérer... je ne devrai plus rien à personne, donc il y a aussi une forme de libération qui va se faire en moi, et si le roman n'est pas sorti d'ici là, ce sera clairement à ce moment-là, je pense que je déciderai de tout sortir pour être vraiment maître de mon projet. Donc revenons à la super histoire de si votre webtoon s'arrête, vous êtes dans la merde parce que vous avez aucune bouée de secours financière. Et c'est là qu'on va parler d'un truc vital quand on se lance dans ce périple, l'instabilité financière. Vous avez besoin d'une stabilité financière avant de commencer le webtoon. Je sais, c'est chiant à entendre, vous avez envie de vous lancer sur votre titre le plus vite possible, vous avez les idées maintenant alors que vous sortez à peine du bac. Mais par pitié, attendez un peu. Pour l'instant en France, le webtoon c'est pas un métier stable. Vous pouvez vous jeter dedans, mais si du jour au lendemain tout s'arrête, faudra accepter de prendre un taf alimentaire en urgence. Là actuellement j'ai 33 ans, donc à l'époque j'avais déjà 28-29 ans. Et heureusement que je n'avais pas 18 ans, 19 ans par exemple, que j'étais pas une... Enfin, je sais comment on peut être quand on a tout juste 20 ans, et je suis contente d'avoir eu l'âge que j'avais quand ça m'est arrivé. Est-ce que tu as pu rebondir en fait? Est-ce que tu avais de quoi rebondir? Pour ce qui est professionnellement, en fait j'avais rien en fait. J'avais quelques sous parce que j'avais quand même eu ce que j'avais touché avec Webtoon, et comme on était en confinement, j'avais un peu de sous de côté. Mais globalement j'avais aucune assurance de travail derrière. Et comme j'étais pas encore en état d'être vraiment bien, c'est pour ça que je dis que ça m'a pris presque 1 an pour... C'est en mars 2021 que j'ai commencé à travailler avec Macma sur du lettrage, et là j'ai repris goût à un travail plus routinier, avec des équipes, Et d'ailleurs c'était toute l'ironie, c'est que j'ai travaillé pour du webtoon, mais en tant que graphiste, c'est-à-dire que j'étais plus à la création d'un webtoon, j'étais à l'adaptation d'un webtoon, donc... parce qu'on reçoit des séries, elles sont traduites par nos équipes, et moi je participe à ça en faisant le lettrage. Donc je trouvais ça drôle en fait d'en arriver là et d'être payée correctement. Alors je sais pas non plus, c'est pas non plus de quoi être riche, mais je trouvais que pour le travail que je faisais, j'étais mieux reconnue dans ce boulot-là que d'être la créatrice de mon propre webtoon. Et c'était... Pour toi, en termes de vision du futur, tu te dis que qu'est-ce qui va se passer après, en fait? Alors, c'est extrêmement compliqué à gérer mentalement, en vrai, parce que, en fait, t'as soit la situation où t'es prévoyant, t'as des économies de côté, donc le futur en tant que tel va te stresser, mais un petit peu moins que si t'as pas d'économies. Donc moi, heureusement, j'avais des économies, puis j'étais encore en couple à cette époque-là, donc c'était pas si dramatique. Mais ça dépend, en fait, comment tu vas le prendre mentalement. Si jamais t'es quelqu'un qui sait rebondir, t'es en mode ok, ils ont arrêté, ça veut pas dire que moi je vais arrêter, donc je vais reproposer autre chose, soit Webtoon, soit ailleurs, tu reproposes une autre histoire, etc. Soit tu t'effondres et là tu fais plus rien. Et après en termes d'économie, donc si t'as pas d'argent, faut voir est-ce qu'il y a
une urgence financière à prendre un autre métier tout de suite en attendant de pouvoir refaire du webtoon. Est-ce que tu veux continuer dans le webtoon aussi? Est-ce que si, est-ce que ça, tu vois? Et moi, je sais qu'à l'époque, la nouvelle m'avait tellement fait mal. Parce qu'en fait, moi, j'ai donné vraiment mon bébé à Webtoon. C'est une erreur que je ne ferai pas 2 fois, vraiment. J'ai donné une série sur laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans à l'écriture pour le roman. Et du coup, quand Webtoon m'a dit « on t'arrête », déjà, j'étais en mode « je pourrais jamais donner la fin à mes lecteurs », donc c'était terrible pour moi. Mais en plus, je perdais les droits sur cette œuvre-là pendant un certain temps aussi. Je ne pouvais plus m'en occuper. Et ça, vraiment, ça a été terrible pour moi. Donc en fait, à ce moment-là, le futur, moi, j'y ai même pas pensé. J'étais juste en mode, là, faut juste pas que je lâche et il faut que je termine parce que si jamais je lâchais, je n'aurais pas pu finir la saison. Tu sais, c'est un peu quand t'es en mode, ok, là, j'ai besoin de pleurer, mais il faut d'abord finir ce que je fais, je vais pleurer après une fois que je serai rentrée. Tu vois, c'est vraiment le truc comme ça, tu vois. De manière générale, en fait, quand on sens de webtoon, on a envie de donner ce qui nous tient le plus à cœur parce que forcément, on a envie de travailler dessus. C'est pas forcément une bonne idée. Enfin, je veux dire, quand tu te rôdes sur un système que tu connais pas encore bien, t'as pas l'habitude, enfin, faut produire dans des conditions assez importantes, enfin, assez dures quand même physiquement, mentalement. Donner son bébé à une plateforme, c'est pas forcément la meilleure idée. Parce qu'on peut, au final, ne pas être satisfait de ce qu'on fait et devoir se retrouver à redessiner, par exemple. Ou simplement, mettons ta série à l'arrêter, tu pourras jamais mettre la fin au lecteur. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il vaut mieux, entre guillemets, faire ses griffes sur un petit projet, essayer de voir comment ça marche, essayer de prendre ses repères, arriver à améliorer sa cadence, etc. Et ensuite, donner un projet qui tient plus à cœur. Et que celui-là, on pourra vraiment le faire au maximum de ses capacités, quoi. Je crois que j'avais aucune perception de l'avenir. Mais tu vois, ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre à fonctionner différemment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, maintenant, je ne fonctionne plus avec un seul projet. J'ai un projet sur lequel je travaille et à côté, je monte un autre projet, donc que ce soit dans le webtoon ou autre chose. Et j'écris des histoires aussi d'avance pour que si un jour, j'arrête le webtoon ou que j'arrive à la fin d'un contrat, tout simplement, j'ai autre chose à proposer et qu'éventuellement, je le propose avant la fin du contrat. Parce que le problème, c'est que notre métier à nous, il est tellement instable et il est tellement, j'ai envie de dire court, parce que tu sais, c'est sur des petites saisons et tout. Faut prévoir, en fait. Faut pas que t'attendes que ce soit fini pour prévoir. On va pas tenter le diable question financière, quoi. À cette annonce, justement, tu as eu du soutien de la part de ton entourage Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne comprennent pas de base le métier d'artiste, qui ne comprennent pas à quel point on peut être investi dans notre travail, parce que pour eux, on fait juste dessiner. Tu sais, c'est le principe de hey, « tu me fais un dessin, s'il te plaît ». Enfin, vraiment, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai eu 2 amis que je qualifierais quand même d'assez proches, qui n'ont pas compris ma détresse à ce moment-là, et qui étaient en mode littéralement « c'est bon, tu vas faire autre chose après ». Et en fait, ça m'a montré en vrai qu'il y avait des gens autour de moi qui non seulement ne comprenaient pas ce que je faisais, mais qui comprenaient pas non plus l'importance de ce que ça avait et de ce que ça jouait dans ma vie. Et clairement, c'est des amitiés qui ont été terminées après ça. C'était un des pires moments de ma vie, on va pas se mentir, parce que cette histoire avait une importance extrême pour moi. Et de me dire que ces gens-là ne me comprenaient pas, ne me soutenaient pas et limite niaient ce que je ressentais, en fait, ça a fait que ça s'explosait. C'est des gens que j'ai pas pu garder près de moi après, quoi. Vous avez découvert le parcours d'autres artistes dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, et je vais vous parler un peu du mien. Je suis sortie des Gobelins, qui est une école d'anime très réputée en France. Du coup, à ma sortie, ça a été assez facile de trouver du travail rapidement. J'ai travaillé dans plusieurs studios d'animation 2D et j'ai gagné en expérience. Ça a été salvateur dans le webtoon pour plusieurs raisons. Déjà, ma capacité à travailler vite, parce que dans l'anime, faut vraiment tomber du dessin rapidement. Ensuite, j'ai jamais vu le webtoon comme ma seule chance dans le monde artistique. J'avais très peu de pression et je suis pas passée par des phases de gros doutes si j'allais tenir longtemps ou quoi. Et le plus important, j'avais mon chômage intermittent. C'est quoi le chômage intermittent ? C'est la raison pour laquelle en France, on est si balèze en art. L'intermittence, c'est un régime spécial pour ceux qui travaillent dans le monde du spectacle ou de l'audiovisuel. Quand un intermittent reçoit son salaire, il y a une partie qui va dans une espèce de réserve. S'il remplit certaines conditions et doit s'arrêter de travailler, il pourra retrouver cet argent mis dans une réserve sur plusieurs mois comme s'il touchait du chômage. Sachant à quel point c'est difficile de trouver du taf quand on est musicien ou acteur, d'un côté ça permet de faire survivre les artistes, et d'un autre côté, ça permet de leur laisser le temps de travailler sur leurs projets personnels qui pourront potentiellement se retrouver en vraie production financée et donc faire travailler du monde, etc. C'est un cercle vertueux. En 2020, quand j'ai signé mon contrat, les épisodes réalisés en avance étaient pas payés. Ils étaient payés qu'à la publication. Donc c'est ce chômage intermittent qui m'a payé pendant que je faisais les épisodes en avance. Si vous sortez d'une école d'art, que ce soit graphisme, ILU, archi, et que vous vous y plaisez, entrez d'abord dans votre milieu. Commencez à trouver du taf dans ce que vous savez faire, rencontrez des gens, faites-vous des contacts. Parce que le jour où vous vous lancerez dans le webtoon, si pour X ou Y raison tout s'arrête,
vous pourrez plus facilement revenir dans votre milieu précédent. Et vous vous souvenez quand on parlait de la solitude dans le monde du webtoon, en fait se faire des potes à l'école ou dans le taf, ça peut sauver derrière. Déjà vous pourriez rencontrer des gens avec qui partager un atelier, ou même un café où aller bosser, comme Marie Spénal qui raconte son parcours et à quel point ses amis ont été importants dans sa carrière artistique. Après tout ça, c'est la nouvelle année, je retourne à mon 15 mètres carrés parisien, bim bam boum, j'essaie d'arrêter de me mettre la pression, j'essaie d'arrêter de rester tout le temps chez moi pour travailler aussi, et à la place, je commence à lancer des projets avec des connaissances, ou même avec des gens que je ne connais pas, à vrai dire. Par exemple, je fais des recherches de personnages pour un projet de jeu vidéo, ou je commence à travailler sur le texte de quelqu'un pour un livre jeunesse, ce genre de choses. Alors honnêtement, c'est pas des projets de fou, et d'ailleurs, il n'y a jamais rien qui a abouti, mais rien que le fait de sortir un peu d'une spirale comme ça, de voir des gens, de ne plus travailler toute seule, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a pas mal aidé. Je me rendais pas compte à quel point le taf, ça commence beaucoup entre potes. Mes premiers tafs, c'est des gens de ma classe qui m'ont recommandé, et moi-même, j'ai recommandé des potes à des studios. Si j'avais pas fait mes preuves avant dans le monde de l'anime, j'aurais galéré, parce que après Colossal, je suis retournée un petit peu travailler dans un studio d'animation 2D. Et c'est 2 amis qui travaillaient là-bas, sur place, qui m'ont recommandé. L'année après Colossal, ça a été la plus bordélique et enrichissante de ma vie. Je retrouvais enfin la lumière du soleil, une pluie de maisons d'édition nous tombait dessus, et je me souviens avoir constamment travaillé sur 10 000 trucs, alors que mon unique taf officiel, c'était la version papier de Colossal. Ce rythme, il m'a vraiment crevé, et en mai 2023, j'ai décidé de retourner travailler un petit peu dans l'animation, dans le studio Faust, pour la série animée Splinter Cell. Et même si ça me faisait travailler double, voire parfois triple, parce que je pouvais pas m'empêcher de prendre des tafs d'illustration à côté, j'ai quand même trouvé une stabilité qui a vraiment amélioré ma santé mentale. Et même si j'avais l'impression de plus du tout être adaptée socialement, ça m'a fait énormément de bien de retrouver des amis tous les jours. Si vous sortez pas d'une école d'art, c'est pareil, vous pouvez commencer à travailler un petit peu, à prendre un taf alimentaire, et justement, si vous avez du temps à côté, ça peut vous permettre de commencer, pourquoi pas votre webtoon, ou juste d'entrer dans la communauté sur les serveurs Discord et de parler avec des gens. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais c'est le meilleur moyen pour voir ce qui s'y passe et apprendre des tas de trucs. Restez sur du concret, sur du vrai salaire mensuel, parce qu'à moins d'être artiste furie, c'est pas avec des commissions que vous allez arrondir les fins de mois. Beaucoup d'artistes font d'ailleurs des interventions ou des ateliers payés au tarif de la charte auteur pour compléter les fins de mois. Et on va être réaliste, il y a très peu de plateformes viables, énormément d'artistes talentueux pour peu de place, donc il y a statistiquement des chances assez élevées pour que ça foire. Moi je fais vraiment partie de la première vague de webtoon en France. Aujourd'hui, si je réessayais, je suis même pas sûre d'arriver à passer le concours, vu le nombre d'artistes qui a explosé depuis. Donc on résume, on rote du sang, notre avenir est flou, on est payé au lance-pierre et on doit apprendre du juridique sur le tas pour pas se faire suriner. Pourquoi on fait ce taf déjà? Pourquoi on fait pas de la BD comme tout le monde? Mais parce que dans la BD, on rote du sang, notre avenir est flou, on est payé au lance-pierre et on doit apprendre du juridique sur le tas pour pas se faire suriner. Vous avez devant vous le médium qui révolutionne la BD sur tous les plans, en dépit de tous les vieux boomers anti-manga qui nous chiaient à la gueule il y a des années. Le webtoon, c'est le refuge pour tous les rejetons de Tumblr, les écrivaines de fanfiction, les artistes qui ont été un jour fans d'Amour Sucré ou de Genshin Impact, qui ont puisé dans les tréfonds du manga et d'internet pour faire leur culture, qui ont joué à Baldur's Gate 3 juste pour foutre Astarion à poil. On est là, on est ensemble. Pendant que les éditeurs français publiaient uniquement des ouvrages qui rentraient dans leurs références franco-belges en foutant complètement de côté ceux qui pouvaient avoir des références manga, ces artistes-là, ils ont trouvé du travail ailleurs. Ils sont partis dans l'illustration, dans l'animation, certains ont fait de la BD mais sur leur temps libre ou du fanzina. Et enfin, il aura fallu attendre que la Corée invente un nouveau médium numérique et l'importe en France pour que des artistes comme nous aient leur place dans l'édition. Et de la même manière que le public qui était à la recherche de ce genre d'œuvre et qui s'est plutôt dirigé naturellement vers le manga, puisse enfin trouver quelque chose qui lui plaise. On a un retard de fou en France parce que justement les éditeurs ont été complètement bornés à refuser le style manga, et du coup qu'est-ce qui se passe? Le lectorat jeune, une fois qu'il a arrêté les livres pour enfants, bien sûr qu'il part vers le manga. Qu'est-ce qui nous offre des histoires aussi riches en France en BD? Bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de titres qui sont hyper bien, qui rattrapent ce retard, qui enfin nous offrent des histoires hyper intéressantes et surtout qui ne prennent pas les ados pour des cons. L'adolescence et jusqu'au début de vingtaine, c'est faire face à des réflexions profondes. On se pose des questions sur la vie, la mort, l'amour, le sexe, et en face, on va avoir des BD ciblés 14 ans qui nous disent « Tu n'as pas oublié ton casque pour aller faire du vélo ?» Et puis, rien à voir, mes petits instants écolos au passage, depuis qu'Amazon a éclaté les réserves de papier mondial à cause de leurs cartons d'emballage et que de toute manière les réserves forestières s'épuisent, avoir un modèle numérique qui marche, c'est pas mal. Mais c'est évidemment pas les seules raisons pour lesquelles je veux que le webtoon continue d'exister en France. À peu près à l'époque de la fin de Colossal, j'ai appris que le lectorat du webtoon, c'était 70% de femmes.
Le webtoon, c'est un refuge pour les meufs, qu'elles soient autrices ou lectrices. En Corée, je sais pas du tout, si vous avez des stats, n'hésitez pas à les donner, j'adore les stats. Mais en France, on voit que la majorité des titres, traduits ou non, c'est de l'isekai avec des héroïnes, de la romance et évidemment du BL. Boys Love, Yaoi, appelez ça comme vous voulez. Quand la majorité des plateformes ressemblent à ça, on n'a aucun doute sur le fait que c'est un territoire féminin. Et c'est pas étonnant, si vous supprimez l'éditeur anti-manga dont on parlait tout à l'heure qui va absolument pas comprendre votre titre inspiré de la Rose de Versailles, et que vous le remplacez par un éditeur qui connaît le public qu'il y a derrière, et qui va même vous demander de rajouter des abdos à votre perso masculin, on n'est pas du tout dans le même monde. Si on compare au manga, le shoujo a comme disparu des radars. Bien sûr que le shoujo existe toujours, mais si on compare aux années 2000 où il y avait Nana et Fruits Basket dans les tops des ventes au même niveau que One Piece et Naruto, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gros bangers shoujo? Même les titres que de prime abord je pensais être des shoujo, souvent ils le sont pas. Skip and Loafer c'est un seinen, Horimiya et Blue Flag c'est des shonen. Petit tips au passage, si vous voulez savoir si un manga est shoujo, shonen, seinen, c'est pas du tout par rapport au genre, à la vibe ou quoi que ce soit, vous faites pas avoir comme ça. Vous allez chercher dans quel magazine de prépublication japonais il sortait. En fonction de ça, vous saurez pour qui il était dirigé. Personne comprend d'où vient ce manque. Surtout que statistiquement, c'est plus viable économiquement de faire un titre pour femmes, parce que c'est un public qui achète plus et qui reste plus fidèle aux auteurs. Même les éditeurs français, ils vous le diront, la majorité des gens qui lisent des scans en piratage illégal, c'est des hommes, parce que les femmes, elles vont plus soutenir les auteurs et acheter leurs œuvres. Ce qui est ironique, c'est que la Corée déteste les femmes, et du coup leur représentation est souvent dégueulasse. On a beaucoup de persos féminins complètement fadas et identiques, des meufs qui se font agresser par des mecs pour ensuite en tomber amoureuses, aucune variété dans les corps évidemment, et il y a beaucoup d'autrices qui perpétuent ce genre de clichés, soit parce qu'on leur demande et si elles le font pas, ça vendra juste pas, soit parce qu'elles l'ont complètement intériorisé. Quand on vit dans une société comme ça, c'est difficile d'aller à contre-courant mine de rien, et je peux complètement les comprendre. Alors qu'en comparaison, en France, souvent on a des vrais persos féminins avec leurs défauts, leurs qualités, des vrais êtres humains quoi, incroyable. Alors là, c'est le moment où il y a des gars qui vont fermer la vidéo, ou aller m'insulter en commentaire, mais c'est pas grave, je vous déteste pas. Juste, j'ai beaucoup travaillé avec plein de gens et j'ai observé des choses. Après 3 ans dans ce milieu et pas mal de rencontres, j'en suis arrivée à une conclusion assez claire, c'est que je devrais évoluer dans le milieu du webtoon selon un principe philosophique assez clair. Je suis désolée, je peux pas le présenter autrement. Les hommes qui veulent se faire de la thune dans ce milieu, ils n'arrêtent pas de faire n'importe quoi. En Corée, il y a tellement de problèmes, ils respectent pas le droit du travail, ils chient sur les auteurs, ils sont misogynes. Mais en France, ils aiment même pas le format. Bien sûr qu'il y a des meufs qui peuvent faire n'importe quoi, mais j'ai vu ce pattern chez les hommes qui débarquent, ils regardent complètement ça de haut et ils refusent le côté féminin. Et du coup, ils se plantent en boucle. Bien fait. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de mecs qui lisent du webtoon, qui en écrivent, qui adorent ça, mais dès qu'on doit passer du côté faire du business, là c'est un boxon. Et sur une note encore moins marrante, le fait qu'on fasse tout à distance dans le webtoon, qu'il y ait une majorité de femmes et que la plupart des hommes soient queer, c'est que c'est un milieu assez sain, comparé à la BD où c'est vraiment bourré d'agresseurs. Il y en a certains qui me croiront peut-être pas, parce que vous avez sûrement l'impression que la BD, voilà, c'est un milieu assez sympa, ouvert, c'est mignon. Mais tant que vous n'êtes pas dans le milieu, en fait, vous pourrez pas savoir si votre auteur préféré aurait pu faire de la tôle ou non. Tout ça pour dire que moi, je vais me battre, j'adore me battre, pour que le webtoon reste un milieu sain et féminin, avec les auteurs et autrices qui le composent. Dans le webtoon, la place est aux meufs. Enfin. Ce à quoi il va falloir faire gaffe, c'est que le webtoon français en ce moment, ça bouge un peu, mais pas du tout dans le bon sens. Et là, j'ai un petit peu peur que le truc se pète la gueule avant qu'on ait réussi à construire quelque chose. Juste là, en mai 2024, il y a Picoma qui était le concurrent numéro 1 de Webtoon qui vient de fermer sa branche française. Et ça pue la merde. Chez Webtoon aussi, on sent que ça freine fort. Les auteurs sont mis en avant seulement si leur titre marche super fort immédiatement, et ça crée une grosse disparité de visibilité. Ce que tout ça nous dit, c'est que les Coréens sont en train de changer d'avis. Ils sont venus en France créer un marché, et à leurs yeux, c'est pas du tout assez rentable. Sauf que là où pour moi ils ont tort, c'est qu'ils veulent créer une rentabilité immédiate avec un médium qui est axé pour les jeunes. Et quand on est ado étudiant, qu'est-ce qui nous manque? La thune. Ils veulent ramasser masse de thunes alors que leur public ne peut pas payer, ne peut pas encore payer. Ils comprennent pas que le webtoon en France peut grandir qu'en accompagnant les générations. Les jeunes d'aujourd'hui, en grandissant, auront un salaire, dépenseront plus, et leurs enfants eux-mêmes liront des webtoons, et ainsi de suite. Mais à cause du capitalisme, chaque nouvelle œuvre doit avoir un rendement maximal, trouver son public dès sa sortie, alors qu'elle est elle-même noyée au milieu de dizaines d'autres titres qui sortent la même semaine qu'elle. Vous voyez Titeuf, un des piliers de la BD qui sort depuis 30 ans, il a vraiment connu du succès qu'à partir de quelques années.
Ce qui veut dire que s'il sortait en 2024, il serait sûrement arrêté dès le second tome, à cause d'un manque de rendement. Si les Coréens quittent le navire tout de suite, il y a de fortes chances pour que ça fasse capoter l'avenir du webtoon en France, parce que le public français y est pas encore assez accroché. Mais il faudrait qu'ils acceptent de perdre de l'argent pendant plusieurs années pour que ça leur rapporte plus tard sur le long terme. Moi j'espère sincèrement que les éditeurs français vont reprendre le flambeau, tenter de faire leur place dans cette industrie, mais en respectant ses codes et ses auteurs. L'entraide. Une dernière chose à laquelle je tiens, que vous soyez auteur ou autrice, vous n'avez pas à rester seul dans tout ce bordel. On bosse tous à distance, nos œuvres sont virtuelles, les liens entre auteurs n'ont jamais été aussi faciles grâce à Internet. Les auteurs de chaque plateforme ont des Discord pour parler de leurs problèmes, leurs interrogations, ou même trouver un camarade de galère en vocal quand vous finissez votre chapitre à 4h du mat. Le métier est plus du tout aussi solitaire qu'avant grâce à ça, et les auteurs peuvent complètement vivre en pleine cambrousse sans avoir peur de se sentir seul au monde. Si je devais avoir un mot de fin, c'est aux auteurs, aux futurs auteurs, ou aux personnes qui se destinent à faire du webtoon, c'est de se renseigner, faire attention à eux, faire attention à ce qu'ils vont faire et à être conscient de ce que c'est en fait de créer un webtoon et éventuellement si possible se rapprocher des communautés d'auteurs qui existent déjà sur les Discord et autres groupes de discussion pour avoir vraiment une idée de commencer en fait. Ne soyez pas seuls. Vous avez même des associations comme Eventoon qui va permettre à des auteurs qui sont pas encore publiés en papier par exemple, de pouvoir se rendre à des conventions, participer à des dédicaces, rencontrer leurs fans et d'autres artistes. Eventoon, c'est une association qui est créée par des auteurs pour des auteurs, donc des auteurs originaux publiés en webtoon. Donc pas forcément Webtoon Never, ça peut être des gens de Ono, de Gontoon, de partout en fait, à partir du moment où ils ont un contrat. Et donc le but en fait de l'association, c'est de donner plus de visibilité aux auteurs français, parce que on s'est très vite rendu compte qu'on était noyé dans la masse de webtoons, j'allais dire étrangers, je sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais en tout cas coréens, etc. Et que pour donner de la visibilité aux auteurs FR, il y avait un moyen, c'était d'aller en convention, de rencontrer directement les lecteurs et de pouvoir échanger avec eux. Parce que c'est un peu le gros avantage au final que les lecteurs ils ont, c'est que les auteurs français ils sont à domicile, donc ils peuvent les rencontrer, alors que les auteurs étrangers non. Alors il y avait déjà une hiérarchisation un petit peu dans le monde de la BD. On la retrouve aussi à ce niveau-là, dans le sens où beaucoup d'auteurs ou de maisons d'édition ne nous considèrent pas comme des vrais auteurs, parce que justement on fait du numérique. Les auteurs de numérique sont généralement déconsidérés, et même au niveau des conventions, on le voit souvent par rapport aux places qu'on nous attribue, etc. Donc c'est pas forcément les organes, hein. Le problème généralement ça se passe un petit peu plus haut, parce que forcément les conventions c'est commercial, donc pour eux le but c'est d'attirer le maximum de monde, donc en général c'est par les gens qui sont plus édités en papier que des gens qui font du webtoon, parce qu'ils connaissent pas vraiment le webtoon. Mais le truc c'est que nous on a des grosses communes, et ça les gens ne le savent pas encore, donc on attire quand même pas mal de monde, et notre présence en convention fait connaître le webtoon, fait connaître les enjeux du webtoon, les enjeux pour les auteurs, et en fait c'est en train vraiment de démocratiser le milieu, au point que quand on a commencé Eventoon, beaucoup de conventions n'avaient jamais entendu parler du webtoon, et maintenant on nous invite en convention. Ça commence à nous faire reconnaître, et donc c'était le but de l'asso que plus d'auteurs français soient mis en avant grâce à ça. Quelles que soient les plateformes aussi, on n'est pas juste Webtoon FR, on est vraiment tous les auteurs de toutes les plateformes qui veulent venir sont les bienvenus. On fait pas de discrimination par rapport à ça, et on espère justement créer une unité entre tous les auteurs francophones, donc pas forcément qui habitent en France, mais même dans les autres pays, et des auteurs de plusieurs plateformes, pour pas qu'il y ait justement cette compétition entre auteurs, entre plateformes, parce que les plateformes ont tendance à amener leur compétitivité au niveau des auteurs, donc sans le vouloir, hein, c'est pas la faute ni de Webtoon ni de quoi que ce soit, mais il y a le sentiment d'appartenance qui fait que les auteurs ont tendance à se frictionner. On l'a beaucoup vu sur les Discord et compagnie, donc nous on veut éliminer ça justement et faire en sorte que tout le monde soit du même bord et tout. Pour comprendre comment fonctionne un milieu, il faut tous les aspects du milieu, tu peux pas juste prendre une partie en décrétant ça marche comme ça. Alors que quand tu as d'autres auteurs qui apportent leur point de vue, leur manière de faire, etc., ou même leurs difficultés, hein, parce que ça peut arriver aussi, nous ça nous permet de voir, donc on peut pas interagir au niveau du travail des gens, c'est sûr, mais par exemple en convention on peut soutenir l'auteur, on peut même juste en parler, tout simplement parler avec eux, etc., ça aide, et ça permet que les plateformes où il y a un petit peu moins d'auteurs, ces auteurs-là ne se sentent pas isolés, parce que c'est encore toujours le même problème d'isolation des gens. On est des artistes, donc on est chez nous, on voit pas trop de gens, donc au moins ça fédère, puis ça soutient. Et il y a aussi le travail en duo, comme Where Utile. C'est incroyablement plus serein d'avoir la possibilité d'un échange permanent sur son œuvre.
Plus je parle avec des auteurs, surtout des mangaka, plus je vois à quel point il y en a qui flippent d'être avec un scénariste, comme si c'était tous des gens avec un ego surdimensionné qui veulent juste un dessinateur à leurs pieds pour obéir à leurs ordres. Et c'est pas du tout ce que ça doit être. Bien sûr que ça peut arriver, notamment quand des maisons d'édition classiques, par exemple, maquent entre eux un dessinateur et un scénariste qui ne se connaissent pas du tout et qui ont peut-être pas du tout les mêmes atomes crochus. C'est un peu comme les compagnies qui mettent des groupes de K-pop ensemble, des gens qui se connaissent absolument pas et qui doivent instantanément faire semblant d'être les meilleurs amis du monde. Du coup, dans ce genre de cas, oui, ça peut complètement partir en vrille, mais si vous connaissez vraiment la personne et qu'il y a vraiment un contact super facile avec elle, bah tentez complètement le coup. Moi, au final, j'étais carrément co-scénariste, puisque l'histoire était complètement un échange permanent d'idées entre nous deux, et on était complètement d'égal à égal. Et bien sûr qu'il y a des fois où on n'était pas d'accord l'une avec l'idée de l'autre, mais la seule manière de gérer correctement ce genre de conflit, même si le mot est très grand, mais c'est pas de se dire non mais moi mon idée elle est vraiment meilleure, c'est quelle idée elle est la meilleure pour l'histoire. Et ça nous apprend à sortir de notre zone de confort. Et au-delà de juste parler entre potes, vous devez parler entre vous de vos conditions de travail. Même quand c'est interdit. Il y a que comme ça que vous pourrez vous rendre compte de ce qui est normal ou non, et accepter, négocier ou refuser en fonction. Apparemment, Naoki Urasawa bosse beaucoup contre ça pour essayer d'améliorer les conditions de travail et de santé des auteurs japonais. Et c'est génial parce que c'est exactement ça que devraient faire les auteurs plus célèbres et plus installés dans le milieu. Se battre pour avoir des meilleures conditions pour ceux qui sont plus petits, qui débutent et qui n'ont pas vraiment cette force de négociation encore avec les éditeurs. Je pense pas que tu puisses dire non à Naoki Urasawa. Nous les Français, on s'en bat les couilles avec l'histoire des syndicats, on sait très bien que plus tu parles de tes conditions, plus elles s'améliorent. Donc on se dit combien on est payé, on se motive à négocier plus, à repérer les clauses illégales dans les contrats, on est au taquet. Et si on se soutient les uns les autres, qu'on s'entraide et qu'on porte tous ensemble ce nouvel art vers le haut, on peut peut-être même espérer changer le visage de l'édition française, de gré ou de force. Ah, je dois faire le truc de fin. Putain, j'ai rien écrit pour la fin. J'ai effacé énormément de choses que j'avais écrites au début parce que je me suis rendu compte que j'ai fait des pages et des pages de tangentes sur le monde de l'édition. Mais peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresserait, donc qui sait, je pourrais peut-être en parler d'une manière un petit peu plus simple, je sais pas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais essayer d'y répondre, mais je promets rien. Je suis youtubeuse maintenant. Non, c'est faux. Je vais disparaître, c'était vraiment juste une pulsion, ces 2 vidéos. C'est trop de travail. C'était énorme à faire. Lisez Colossal. Achetez mon livre. Achetez mes livres.